Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui est vraiment sur toutes les lèvres, qui domine les débats à Ottawa. La fameuse taxe sur le carbone. Exactement. La taxe carbone, on entend tout et son contraire. D'un côté, les conservateurs qui disent bon, il faut l'abolir, c'est le coût de la vie. Et de l'autre, les libéraux qui affirment que c'est absolument essentiel pour le climat. C'est ça. C'est un sujet qui est rempli de chiffres, d'exceptions, de politiques. Alors notre mission aujourd'hui, elle est simple. On a une pile de sources devant nous et on va essayer de démêler tout ça ensemble pour que ce soit enfin un peu plus clair. Et pour bien commencer, je pense qu'il faut revenir à l'origine. Cette tarification, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est le gouvernement fédéral qui l'a mise en place en 2018. D'accord. Et l'idée de fond, c'est que c'est un des outils principaux du Canada pour respecter ses engagements internationaux. L'accord de Paris sur le climat, j'imagine. Précisément. L'accord de Paris et l'objectif canadien est très ambitieux. On part d'une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. 40%, hein. Oui, 40% par rapport à leur niveau de 2005. Et ce, d'ici 2030. C'est demain, 2030. C'est un virage majeur. C'est un virage colossal. Et la taxe est vue comme un levier pour y arriver. J'aime bien une définition d'une professeure d'économie, Maya Papineau. Oui ? Elle dit que la taxe représente la valeur courante des dommages d'une autre tonne de CO2 dans l'atmosphère. En gros, polluer a un coût pour la société. Sur la santé, l'environnement. Voilà. Et cette taxe, elle tente de mettre un prix sur cette pollution. C'est le principe du pollueur-payeur. D'accord, le principe est clair. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi? C'est ça que tout le monde se pose comme question. On parle de combien? Alors, en 2023, le prix a été fixé à 65 $ la tonne de CO2. 65 $. Et ça, à la pompe, ça veut dire quoi? À la pompe, c'est là où c'est le plus visible. Ce 65 $ se traduit par environ 14 cents de plus par litre d'essence. 1400, d'accord. Et attention, ce prix est conçu pour augmenter. Le plan fédéral, c'est d'ajouter 15 $ par tonne chaque année. Chaque année? Oui, pour atteindre un total de 170 $ la tonne en 2030. 170 $ la tonne. Ça veut dire que le prix à la pompe va continuer de grimper à cause de ça, année après année. Le but, j'imagine, c'est de nous forcer à y penser. C'est exactement ça. C'est un signal de prix. L'objectif, c'est de créer un incitatif financier, de rendre les options polluantes un peu plus chères. Pour encourager les gens et les entreprises à se tourner vers des alternatives. Voilà, opter pour une voiture plus économe, prendre les transports en commun, mieux isoler sa maison. L'idée, c'est que sur le long terme, ces petits signaux de prix orientent des milliards de décisions individuelles. Ok, ça c'est la théorie. Mais la grande question est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit un réel impact sur nos émissions? C'est la question à $1 million. Et la réponse est nuancée. C'est très difficile d'isoler l'effet unique de la taxe. Parce qu'il y a d'autres mesures en même temps. Exact. Des subventions, des réglementations. Cela dit, le ministère de l'Environnement a fait une projection. Et il estime que l'ensemble de la tarification du carbone serait responsable d'environ 1/5 à 1/3 des réductions de GES. 1/3, ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas la solution miracle, mais ça a un poids. Mais il y a un autre aspect qui est absolument crucial. Le gouvernement ne fait pas que prendre cet argent. Il y a cette histoire de chèque. Oui, et c'est un point fondamental qui est souvent perdu dans le débat. Dans les provinces où la taxe fédérale s'applique, la grande majorité des revenus est directement redistribuée aux contribuables. Le fameux paiement de l'incitatif à agir pour le climat. C'est ça. Concrètement, les gens reçoivent un chèque ou un dépôt direct 4 fois par an. L'idée, c'est de compenser le coût moyen de la taxe. Pour que ça ne pèse pas trop sur les ménages à plus faible revenu. Voilà. Pour que ce ne soit pas une politique régressive. Prenons une famille, par exemple. Comment ça se passe pour elle? Alors, un exemple concret tiré des sources. Une famille de 4 personnes en Alberta. Pour l'année 2023-2024, elle reçoit un total de 1 544 $. 1 544 $. En théorie, si cette famille a une consommation moyenne, ce montant devrait couvrir ce qu'elle paie en plus. Et si elle fait des efforts pour consommer moins, elle peut même se retrouver avec un surplus. L'incitatif est là. Il est là. Il y a même un supplément pour les communautés rurales qui va passer de 10 à 20%, ce qui représente 304 millions de plus pour ces régions. Attends une minute. Tu dis une famille en Alberta. Ça veut dire que ça ne s'applique pas partout. Parce que moi, en Ontario, je reçois ce chèque. Mais mon ami à Montréal, lui, il ne reçoit rien. C'est une excellente question, et ça nous amène au cœur de la complexité canadienne. Non, ce n'est pas un système unique pour tout le monde.
Ah, La loi fédérale dit que chaque province doit avoir un système de tarification du carbone. Mais elle peut créer son propre système. tant qu'il est jugé assez strict par Ottawa. Exactement. Et c'est le cas de la Colombie-Britannique, des territoires du Nord-Ouest. Et du Québec. Et le Québec a un système complètement différent, n'est-ce pas? Pas une taxe directe, mais un marché du carbone. C'est un autre modèle, effectivement. Il est lié à celui de la Californie. Pour simplifier, le gouvernement fixe un plafond d'émissions pour les grandes entreprises. Et ce plafond diminue avec le temps. Et les entreprises doivent acheter des droits de polluer. C'est ça. Le prix de ces droits varie. En 2023, la tonne se vendait autour de 40 $. Donc 40 $ au Québec contre 65 dans le reste du Canada. Et cet argent, au lieu des chèques, il va où? Il va dans un fonds provincial, le Fonds d'électrification et de changement climatique, et cet argent sert à financer des projets verts, subventions, transports en commun. Alors là, c'est super intéressant. On a vraiment deux philosophies. La fédérale qui dit on vous redonne l'argent, à vous de faire les bons choix, et celle du Québec qui dit le gouvernement prend l'argent et l'investit de façon centralisée. C'est un bon résumé. C'est le grand débat. Mais plusieurs experts soulevés dans nos sources, comme Pierre-Olivier Pinault de HEC ou Normand Mosso de Polytechnique, Oui, ils arrivent à une conclusion un peu décevante pour les deux systèmes. c'est-à-dire? Leur point commun, c'est que le signal de prix actuel, qu'il soit de 9,7 centimes le litre au Québec ou de 14 $ ailleurs, est tout simplement trop bas pour vraiment changer les comportements importants. Attends, ça, c'est un point absolument crucial. Pinault a une citation très directe là-dessus, je crois. Oui, il dit « Personne ne change de voiture parce que l'essence a augmenté de 15 cents ». Et Normand Mousseau a enchéri, il dit que les gens continuent de s'acheter de gros véhicules. Donc pour vraiment influencer l'achat d'un VUS ou d'une petite voiture, le coût devrait être beaucoup, beaucoup plus élevé. Leurs analyses suggèrent ça, oui. C'est frappant. Ça suggère que la taxe à son niveau actuel est peut-être plus un symbole qu'un vrai levier. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le gouvernement a commencé à créer des exemptions, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres. Exactement. Il y avait déjà des exemptions pour les agriculteurs, les pêcheurs. Mais la controverse a éclaté quand le Premier ministre Trudeau a annoncé une nouvelle exemption. Laquelle? Une suspension temporaire pour 3 ans de la taxe carbone sur le mazout de chauffage résidentiel. Le mazout. Officiellement pour aider avec le coût de la vie. Mais politiquement, ça a été une bombe. Pourquoi? Parce que ça a créé une perception d'iniquité. Ça a provoqué la colère des conservateurs, mais aussi de l'Alberta, de la Saskatchewan. Pourquoi? Parce que l'utilisation du mazout n'est pas uniforme au Canada. Pas du tout. C'est une mesure qui bénéficie de manière complètement disproportionnée aux provinces de l'Atlantique. Ah, d'accord. Là-bas, près de 30% des ménages se chauffent au mazout. Ailleurs, ce chiffre est minuscule. En Saskatchewan, presque tout le monde utilise le gaz naturel. Donc, les gens en Saskatchewan se sont dit « Bon, pourquoi les gens de la Nouvelle-Écosse ont un répit et pas nous ?» C'est exactement la perception. Et ça a ouvert la boîte de Pandore. Immédiatement, plusieurs provinces ont demandé d'exempter aussi le gaz naturel. Ce qui a donné d'énormes munitions aux conservateurs. Et à leur argument principal qu'on entend en boucle, la taxe carbone cause l'inflation et la crise du coût de la vie. C'est un message politique très puissant. Et qui semble fonctionner, si on se fie au sondage. Ouais, un sondage Abacus montre qu'une majorité de Canadiens appuieraient l'idée d'étendre l'exemption. Sauf que, si on regarde les données économiques, c'est plus complexe. La Banque du Canada a analysé ça, n'est-ce pas? Oui. Et sa conclusion est que la taxe carbone contribue pour seulement 0,1 point de pourcentage à l'inflation annuelle. 0,1%, c'est tout, c'est fou. Parce que dans le débat public, on a l'impression que c'est le moteur principal de l'inflation. Le décalage est énorme. L'économiste Pierre-Olivier Pinault le souligne bien. La cause principale de la flambée des prix, ce ne sont pas les taxes. Ce sont les marges des raffineries et le prix du pétrole brut. La taxe, c'est la petite partie visible de l'iceberg. Exactement. Mais malgré ça, la pression politique est immense. Mais si le gouvernement cédait pour le gaz naturel? Quelles seraient les conséquences? Selon la professeure Maya Papineau, ce serait signer l'arrêt de mort de la taxe sur le carbone. Le gaz naturel, c'est plus de la moitié des foyers au Canada. Exempter ça, ça viderait la taxe de sa substance. Toute la logique s'effondrerait. Ce serait la fin du principe. Parlant de slogan politique, il y a cette autre affirmation qu'on entend beaucoup, la deuxième taxe sur le carbone. Qu'est-ce que c'est, au juste? C'est une simplification un peu trompeuse. Ce n'est pas une taxe au sens strict. D'accord. Ils font référence à un autre règlement fédéral, le règlement sur les combustibles propres, qui est en vigueur depuis juillet dernier. Et ça consiste en quoi?
Ça oblige les producteurs de carburant à réduire progressivement l'intensité carbone de leurs produits. Ils doivent rendre leur essence, leur diesel, de plus en plus propres. Et pour y arriver, ils doivent investir ou acheter des crédits, ce qui a un coût, Un coût qui, inévitablement, est refilé aux consommateurs. bien sûr. Le directeur parlementaire du budget a estimé que ça pourrait ajouter jusqu'à 17 cents par litre d'essence d'ici 2030. 17 cents, c'est significatif. Ça s'ajoute à la taxe carbone. Précisément. Le mécanisme est différent, mais l'effet sur le portefeuille est similaire. Fait intéressant d'ailleurs, ce règlement fédéral s'applique aussi au Québec. Ah oui, Oui, et comme le Québec avait déjà une norme similaire, ça crée une situation où les producteurs québécois peuvent maintenant recevoir un double incitatif, un du fédéral et un du provincial. d'accord. Si on essaie de faire le point, on a un outil climatique central, la taxe carbone, conçu pour être neutre pour la plupart des ménages grâce aux remises. C'est ça. Par contre, son efficacité réelle pour changer les gros comportements, comme l'achat d'une voiture, est sérieusement remise en question. Les experts jugent le prix trop bas. On voit aussi que son application n'est pas uniforme, ce qui crée des tensions et que les exemptions politiques menacent tout le système. Et finalement, son impact sur l'inflation semble minime, mais politiquement, c'est devenu un symbole très très puissant. C'est une excellente synthèse des tensions en jeu. Et ça nous laisse avec une réflexion fondamentale pour la suite, je crois. Laquelle? Si on revient au point des experts Pinault et Mousseau, que le signal de prix actuel est insuffisant, la véritable question, ce n'est peut-être pas de savoir s'il faut exempter ou non la taxe. Mais c'est plutôt si notre objectif est de vraiment atteindre nos cibles climatiques, à quel point le prix de la pollution devrait-il réellement augmenter et quelles seraient les conséquences économiques et sociales d'une telle augmentation bien plus importante pour les ménages et l'industrie. C'est probablement là que se situe le véritable débat à venir, bien loin des slogans.